Bonsoir et bienvenue sur Euronews. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec l'information. Tout de suite, on regarde le sommaire de ce jeudi 30 mai. Que s'est-il passé hier soir sur le Danube? Un bateau de croisière transportant des touristes sud-coréens a coulé après une collision avec un autre navire. Il y a au moins 7 morts et une vingtaine de disparus. Une enquête est en cours. En Israël, les électeurs devront retourner aux urnes. Benyamin Netanyahou n'a pas réussi à former un gouvernement. Un échec pour le Premier ministre. 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde et ils terminent souvent en Asie du Sud-Est. Mais des pays comme la Malaisie ou les Philippines ne veulent plus être la décharge du monde et retournent à l'envoyeur ces tonnes de déchets. En Hongrie, les recherches se poursuivent à Budapest après le naufrage hier soir d'un bateau de croisière sur le Danube. Le bilan est lourd, au moins 7 morts et une vingtaine de disparus. Une enquête est en cours. Le point avec Sandrine Delorme et Anna Fleury. Après un naufrage mortel dans le Danube à Budapest, les recherches se poursuivent. 7 corps ont été retrouvés, 21 personnes sont encore portées disparues. Le bateau La Sirène, qui a coulé en plein cœur de la capitale hongroise vers 21h15 mercredi soir, transportait 33 touristes sud-coréens. Selon des témoins, il aurait été heurté par un navire de croisière de plus grande taille, le Viking, à hauteur du Parlement hongrois. Après plusieurs heures de recherche, l'épave du Sirène a été localisée près du pont Marguerite vers 1h du matin. De forts courants et la crue du Danube ont compliqué les opérations de recherche. La météo n'a pas aidé les équipes de secours. Le Danube est en crue, le niveau des eaux monte et la visibilité des plongeurs est très réduite. Il a plu aussi toute la nuit. Derrière moi, le pont Marguerite où l'accident s'est produit. On peut voir à quel point la rivière est haute et le courant fort. Les secouristes estiment maintenant qu'il est peu probable de retrouver qui que ce soit encore en vie aussi longtemps après la collision. Une enquête criminelle a été ouverte. Les premiers contacts avec les familles sud-coréennes des victimes ont été pris. Le président Moon Jae-in s'est exprimé. Des mesures ont déjà été prises, mais j'ai demandé à tous nos canaux diplomatiques de collaborer avec les autorités hongroises concernant les opérations de recherche. Le gouvernement a prévu de coopérer avec les autorités hongroises pour enquêter sur la cause de l'accident. La température de l'eau tourne autour de 10 à 15 degrés, ce qui n'augure rien de bon pour les éventuels survivants. Mais 7 personnes ont pu être repêchées et hospitalisées dans un état stable. Tout le trafic fluvial a été interrompu pendant la durée des opérations de secours. Il faudra des jours pour remonter l'épave à la surface. En France, l'enquête sur l'attentat de Lyon qui a fait 13 blessés légers il y a une semaine s'accélère. Le principal suspect s'est mis à table. Le point avec Laurence Alexandrovitch. Le principal suspect de l'attentat de Lyon reconnaît avoir prêté allégeance à l'État islamique. Les enquêteurs poursuivent leur travail et recueillent de nouvelles informations sur Mohamed Hichem M. Ses premiers aveux ont été obtenus après 48 heures de garde à vue. Mohamed Hichem M a reconnu avoir conçu le colis piégé qui a fait 13 blessés légers vendredi dernier dans le centre-ville de Lyon, rue Victor Hugo. Les éléments du dossier étaient accablants. Traces ADN retrouvées sur les débris de l'engin qui avait explosé. Vélo identifié et retrouvé chez lui. Restes d'explosifs retrouvés dans une poubelle près de son domicile. Ou recherche Internet sur la fabrication d'explosifs. Lundi, il n'avait pas résisté à son interpellation à Oulin. La garde à vue de ses parents a été levée. Son jeune frère est toujours entendu. À l'étranger, l'avenir de Benyamin Netanyahou est à nouveau en jeu dans les urnes. Le Premier ministre israélien n'a pas réussi à former une coalition gouvernementale. Résultat, la convocation de nouvelles législatives. Regardez. De nouvelles élections vont être convoquées en Israël. Benyamin Netanyahou n'est pas parvenu, au terme du délai imparti, à former une coalition de gouvernement issue des législatives d'avril. Jusqu'à minuit, la session parlementaire a été tendue et les députés ont finalement voté la dissolution de la Knesset et la tenue de nouvelles élections. C'est un revers pour le Premier ministre israélien, mais il est moins dur que celui qui aurait vu un autre politicien récupérer la charge de former un gouvernement.
Nous allons mener une campagne électorale claire et nette qui nous apportera la victoire. Nous allons gagner, et le public va gagner. Netanyahou, qui risque une inculpation prochaine pour corruption, est accusé par ses opposants politiques de ne se soucier que de sa survie politique, même après 10 ans au pouvoir, et de ne continuer à vouloir faire voter que des lois destinées à le protéger des poursuites judiciaires. En Autriche, c'est une première. Une femme vient d'être nommée à la tête du gouvernement, une chancelière par intérim qui remplace Sebastian Kurz, renversé par le Parlement à la suite d'un scandale de corruption. Une femme chancelière en Autriche, c'est une première. Brigitte Bierlein, la chef de la Cour constitutionnelle, a été nommée à ce poste par le président du pays pour un intérim de quelques mois. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une personnalité dont un journal a écrit un jour, toujours la première. Et bien sûr, elle va à nouveau être la première femme chancelière. Avec le gouvernement qu'elle doit former, Brigitte Bierlein expédiera les affaires courantes jusqu'aux élections de septembre. Je considère que c'est de ma responsabilité politique nationale de contribuer à ma façon à cette situation unique dans la Seconde République. Son prédécesseur Sebastian Kurz a été renversé lundi par une motion de censure à la suite d'un scandale de corruption visant son partenaire de coalition. Sebastian Kurz dirigeait un gouvernement avec l'extrême droite. Dans une vidéo diffusée mi-mai, on y voit le chef de l'extrême droite prêt à offrir à la fausse nièce d'un oligarque russe d'importants marchés publics en échange de financements illégaux. Le patron de l'ONU, le Portugais António Guterres, est le nouveau lauréat du prix Charlemagne, un ardent défenseur de l'Europe, Audrey Tilve. C'est une tradition européenne. Chaque année, à Aix-la-Chapelle, le prix Charlemagne est remis à une personnalité pour sa contribution à l'unification de l'Europe. Cette fois, c'est le Portugais António Guterres qui a été récompensé. L'actuel secrétaire général des Nations Unies et ancien haut-commissaire pour les réfugiés a saisi cette occasion pour appeler l'Union européenne à faire face aux régressions en matière de droits de l'homme et de multilatéralisme. Si nous voulons éviter une nouvelle guerre froide, si nous voulons éviter la confrontation entre deux blocs, si nous voulons établir un véritable ordre multilatéral, il nous faut alors impérativement une Europe unie et forte qui soit le pilier fondamental de cet ordre multilatéral fondé sur l'état de droit. Pour António Guterres, l'urgence, c'est aussi le rétablissement de la confiance entre les Européens et les institutions politiques. Il a enfin appelé à relever le défi du changement climatique. Direction à présent les États-Unis où plusieurs États entendent restreindre le droit à l'avortement. C'est le cas de la Louisiane, du Missouri ou encore de la Géorgie. Des décisions qui font polémique jusque dans l'industrie du cinéma. Les explications de Laurence Alexandrovitch. Aux États-Unis, l'État de Géorgie a déposé un projet de loi sur l'avortement aux conséquences inédites. Le gouverneur de l'État veut interdire l'avortement au-delà de 6 semaines si le médecin entend un rythme cardiaque. À 6 semaines, beaucoup de femmes ignorent encore leur grossesse, ce qui dans les faits les empêchera d'avorter si elles le désirent. Le projet de loi fait polémique jusque dans l'univers du cinéma. Disney a décidé de suspendre ses tournages dans la région. Explication. Si cela se transforme en loi, ce sera très difficile de tourner là-bas. Je doute même que nous le ferons. Beaucoup de nos salariés ne voudront pas y travailler et nous devrons en tenir compte. Selon certaines hypothèses, la loi pourrait être promulguée peu après le début de l'année. Je pense que la loi risque également d'être contestée devant les tribunaux et que ça pourra la retarder. Nous faisons preuve de prudence, mais si le projet de loi aboutit, je ne vois pas comment il sera possible de continuer à filmer là-bas. Nous sommes appelés à être forts et courageux et nous ne reviendrons pas en arrière maintenant. Nous continuerons toujours à nous battre pour la vie.
De nombreux films de la firme ont été tournés en Géorgie comme Black Panther ou l'un des Avengers. Sans les super-héros de Disney, ce sera un coup dur pour l'économie et l'emploi dans la région. L'État américain propose un crédit d'impôt qui a attiré de nombreux films et productions télévisées. En 2018, l'industrie du cinéma a généré plus de 92 000 emplois en Géorgie et quelques 455 productions y ont été tournées. Ils ne veulent plus être la poubelle du monde. Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est refusent dorénavant les déchets plastiques des pays occidentaux. Malaisie et Philippines en tête, ils ont décidé de renvoyer ces déchets à leur pays d'origine. C'est un sujet de Maxime Bios-Duplan. C'est ce qu'on appelle la guerre des déchets. Des pays d'Asie du Sud-Est qui ont longtemps été les destinataires d'immenses quantités d'ordures occidentales commencent à se rebeller et renvoient des milliers de tonnes de déchets. Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, fer de lance de cette révolte, a décidé de renvoyer au Canada 69 conteneurs d'ordures qui, dit-il, ont été expédiés illégalement aux Philippines depuis 2013. Il y a 15 jours, devant la lenteur d'Ottawa à récupérer ces déchets, l'ambassadeur philippin a été rappelé par Manille. Ce rappel montre que nous sommes très sérieux quand nous leur demandons de récupérer leurs ordures, déclare le porte-parole présidentiel aux Philippines. La Convention internationale de Bâle permet l'exportation de déchets plastiques recyclables. Mais en l'occurrence, dans les conteneurs concernés, des déchets de toutes sortes ont été mélangés. Et en cas d'incinération, des vapeurs toxiques sont libérées et provoquent maladies respiratoires et contamination de l'eau. Le conflit entre les Philippines et le Canada a galvanisé les environnementalistes. Et aux Philippines, en Chine ou en Malaisie, comme sur ces images, les manifestations se sont multipliées ces dernières semaines. L'industrie du football se porte toujours aussi bien et ce sont les clubs anglais qui tirent leur épingle du jeu. La saison dernière, ils ont engrangé pas moins de 5,5 milliards d'euros de revenus. Olivier Peggy. Les clubs anglais de football dominent la scène européenne. C'est vrai sur le terrain avec des finales 100% anglaises en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Mais c'est vrai aussi sur le plan économique. 6 clubs anglais figurent actuellement dans le top 10 des clubs les plus riches du monde selon le cabinet Deloitte. Quant au championnat anglais, c'est lui qui génère le plus de revenus en Europe, près de 5,5 milliards d'euros pour la saison 2017-2018. Entre les billets des matchs, le sponsoring et surtout les droits télé, la Première Ligue est largement en tête devant la Bundesliga, le championnat allemand, avec quelques clubs vedettes comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Le championnat espagnol est 3e de ce classement. La Liga étant tirée notamment par ces multinationales du foot que sont le FC Barcelone et le Real Madrid. Les championnats italiens et français complètent ce top 5. La Ligue 1 fait quand même figure de petits poussets. Ses revenus sont 3 fois inférieurs à ceux du championnat anglais. Ces 5 championnats majeurs du continent gagnent toujours plus d'argent, plus 6% la saison dernière. Un chiffre d'affaires global qui dépasse les 15,5 milliards d'euros. À eux 5, les championnats anglais, allemands, espagnols, italiens et français génèrent la moitié de ce que gagne l'ensemble des championnats européens. C'est la belle histoire du jour, celle de cette petite Américaine qui ne pesait que 245 grammes à la naissance et qui avait peu de chances de survivre. Mais 5 mois plus tard, Seibi, c'est son nom, est en pleine forme et vient de quitter l'hôpital. Julien Pavie. C'est l'histoire du plus petit bébé au monde, l'histoire d'une miraculée. À sa naissance dans un hôpital de Californie, cette petite fille ne mesurait que 23 cm et ne pesait que 245 grammes, l'équivalent d'une baguette de pain. Elle est née par césarienne après seulement 23 semaines passées dans le ventre de sa maman. Une telle prématurité lui donnait peu d'espoir de survie. Ils ont dit à mon mari que nous avions environ 1 heure à passer avec elle et qu'elle allait mourir. Mais cette heure s'est transformée en 2 heures, puis en 1 journée, puis en 1 semaine. Né au mois de décembre, le bébé surnommé Seibi par le personnel a continué à se développer normalement, sans connaître les problèmes associés généralement aux très grands prématurés, comme des hémorragies cérébrales ou des problèmes pulmonaires et cardiaques.
Après 5 mois passés en soins intensifs, Saibi a pu récemment quitter l'hôpital. Nous allons rentrer chez nous. On ne pourra pas oublier ce jour. On va le célébrer chaque année. Ce sera un moment spécial pour nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Très belle soirée et à demain.